3 citoyens et un banquier échouent sur une île déserte au beau milieu de l'océan. Ils s'organisent et décident de créer leur propre monnaie, qu'ils appellent euro. Le banquier fonde l'unique banque commerciale privée de l'île. Comme cette banque est nouvelle, les 3 citoyens n'ont rien sur leur compte. Ils ne peuvent pas s'échanger et se vendre ce qu'ils produisent. Ils ont bien des marchandises à se vendre, mais aucune monnaie pour les payer. Pour disposer de moyens de paiement, chaque citoyen va faire un crédit de 10 €, remboursable en 11 mois. Chaque citoyen devra rembourser 10 € de capital, plus 1 € d'intérêt. Lorsque le banquier leur accorde le crédit, il crée 10 € à partir de rien sur chaque compte. Le premier mois, la masse monétaire est de 30 €. Les citoyens disposent de monnaie pour s'échanger ce qu'ils produisent. À la fin du premier mois, les citoyens commencent à rembourser leur crédit. Le banquier prélève 1 € d'intérêt, qu'il utilise pour acheter des marchandises aux citoyens. La masse monétaire reste de 30 €. À l'issue du deuxième mois, le banquier efface 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 27 € en circulation. À l'issue du troisième mois, le banquier efface à nouveau 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 24 € en circulation. De mois en mois, la situation devient un peu plus compliquée, car la masse monétaire ne cesse de baisser. Les citoyens se retrouvent en concurrence pour capter l'argent. À l'issue du 11e mois, après une farouche concurrence entre les 3 citoyens pour capter la monnaie restante, leurs comptes sont vides, car tout le monde a remboursé exactement ce qu'il avait emprunté à la banque. Plus rien ne peut être ni acheté ni vendu. C'est la crise économique. Le banquier réunit les citoyens et leur dit : « Pour résoudre cette situation, c'est très simple. Vous n'avez qu'à m'emprunter à nouveau de l'argent. » Les citoyens acceptent. Ils font tous à nouveau un crédit de 10 €. À la fin du premier mois, le banquier prélève 1 € d'intérêt, qu'il garde pour lui car il a tout ce qu'il lui faut. Au fil des mois, le banquier supprime les euros correspondant au remboursement des crédits. Comme les intérêts n'ont pas été dépensés par le banquier, c'est au bout du 10e mois seulement que les comptes des 3 citoyens sont vides. Il n'y a plus de monnaie en circulation, et pourtant il manque 3 € pour rembourser la totalité de leur crédit. Le banquier réunit les citoyens et leur dit : « Il y a une manière très simple de repousser le moment où vous serez à 0 sur vos comptes. Vous n'avez qu'à m'emprunter régulièrement de l'argent, bien avant que la masse monétaire ne baisse trop et que l'économie ne s'arrête. Et pour compenser les intérêts que je ne dépense pas, il vous suffit de m'emprunter à chaque fois quelques euros de plus. » Les citoyens acceptent. Désormais, ils sont en permanence endettés, sinon la monnaie disparaît et l'économie s'arrête. Ils appellent cela la croissance. Mais comme ils sont endettés, ils se mettent à produire toujours plus pour rembourser le banquier, bien au-delà de leurs besoins réels. Ils ne produisent pas pour avoir de quoi se vêtir, se nourrir ou se loger. Ils produisent pour avoir l'argent nécessaire pour rembourser leur crédit. L'argent est devenu le moteur de leur vie, et non ce dont ils ont besoin pour vivre. Ce système permet au banquier de ne rien produire. Il passe son temps à gérer ses comptes, à créer de la monnaie puis à la détruire. Avec la monnaie qu'il fabrique, il achète ce dont il a besoin aux citoyens. Rapidement, les ressources naturelles de l'île viennent à manquer. Il n'y a plus de bois, plus de gibier, plus d'eau, plus de terre pour produire toujours plus. La croissance a épuisé les ressources naturelles et détruit l'environnement. Cette petite histoire met en valeur de réalités tout à fait surprenantes. D'une part, les sommes dues aux banques sont globalement supérieures aux sommes disponibles pour les rembourser. D'autre part, si tout le monde remboursait ses dettes,
il n'y aurait quasiment plus de monnaie en circulation dans le monde. Tous les comptes seraient vides, tous les billets et pièces de monnaie disparaîtraient. Le système monétaire fonctionne comme un système pyramidal. Pour payer les crédits en cours de remboursement, il faut que de nouveaux crédits soient accordés. Sinon, la monnaie se raréfie et certains emprunteurs sont dans l'incapacité de rembourser leurs crédits. Bonjour à tous. L'enjeu de cette vidéo, c'est qu'en 3 minutes et quelques, vous compreniez pourquoi et comment les banques ont le pouvoir. Si j'y parviens, partagez-la. Qui crée la monnaie que nous échangeons tous les jours? C'est une question fondamentale. Qui que vous soyez, vous dépendez d'elle pour vous vêtir, vous nourrir, vous loger. Nous dépendons tous de la monnaie et pourtant certains ont le pouvoir de la créer. Beaucoup croient que la création monétaire est gérée par les instances étatiques, qu'elle est régulée par des gens sérieux qui savent ce qu'ils font. Il n'y a rien de plus faux. La monnaie, qui circule sur nos comptes bancaires, est créée par les banques privées lorsque l'un d'entre nous s'endette. C'est très simple à comprendre. Lorsque vous allez demander 100 000 € à votre banque pour acheter une maison, vous vous endettez. La banque va inscrire ces 100 000 € sur votre compte bancaire sans les avoir elle-même, par un simple jeu d'écriture comptable. Aussi fou que cela puisse paraître, elle crée la monnaie à partir de rien. Elle a ce pouvoir. Vous allez donc payer votre maison avec cet argent nouvellement créé qui va passer sur le compte du vendeur de la maison. Ce dernier va ensuite par exemple se payer un restaurant. Le restaurateur va rémunérer son employé qui va lui-même acheter autre chose et ainsi de suite. Tout ça à partir de la monnaie créée par votre banque à partir de rien. Cette monnaie passe de main en main, elle entre en circulation. C'est ce qu'on appelle l'argent-dette. Votre propre argent, l'argent que vous avez sur votre compte en banque actuellement, si on retrace son cheminement, il provient initialement de quelqu'un qui s'est endetté auprès d'une banque et qui bosse pour rembourser sa dette. Et lorsqu'il aura fini de la rembourser, par son labeur à la sueur de son front, comptablement, il y aura destruction monétaire. Donc pour qu'il y ait toujours de la monnaie en circulation, il faut en permanence que des gens, des institutions ou des États s'endettent auprès des banques privées. La dette est le moteur du système économique actuel. Sans dette, pas de monnaie. Et il faut toujours plus de dettes. Pourquoi? Parce que quand la banque prête 100 000, nous devons rembourser 105 000. Et oui, il faut aussi rembourser les intérêts qu'empoche la banque. Mais la banque ne les a pas créés au moment de notre emprunt, puisqu'elle n'a créé que 100 000. Il faut donc une autre dette ailleurs dans l'économie pour injecter les 5 000 correspondant aux intérêts que nous devrons lui rembourser. C'est sans fin, c'est une spirale, une fuite en avant. Les médias nous mentent quand ils parlent de la dette. Non seulement elle est irremboursable, mais elle ne cessera jamais de croître. Ce n'est pas une aberration mathématique, le système est conçu comme cela. Il est fondé sur la dette. Qu'est-ce que ça fait, me direz-vous? Mais c'est très grave que les choses fonctionnent ainsi. Car au fond, une dette, c'est quoi? C'est un rapport de subordination. Si moi, demain, parce que vous ignorez que l'oxygène est libre, j'avais le pouvoir de vous louer de l'oxygène contre intérêt, vous auriez tous une dette envers moi. Vous auriez à travailler pour me rembourser l'oxygène que j'aurais indûment privatisé et que je vous aurais prêté. Vous seriez mes obligés. Eh bien pour la monnaie, c'est la même chose. Les banques privées nous louent l'argent qui circule dans l'économie. Nous travaillons toute notre vie à leur rembourser ce service qu'elles nous rendent. Tout ça à cause de notre ignorance à tous et de la confiance que nous plaçons naïvement dans ce système. Parce qu'on nous a fait croire que l'économie c'est compliqué et que ça ne regardait que les spécialistes, nous avons laissé aux banques privées le pouvoir incommensurable de créer la monnaie dont nous avons tous besoin et qui devrait être un bien public, régulé par des instances démocratiques, voire même créé de façon totalement décentralisée. Voilà pourquoi nous sommes pieds et poings liés au système financier. Nous avons laissé nos dirigeants politiques privatiser la planche à billets, privatiser la monnaie. Oui, l'euro est une monnaie privée produite par des banques privées. Et qu'est-ce qu'on doit en conclure de tout ça ? Eh bien que les banques ont le pouvoir, tout simplement, et que nous travaillons tous pour elles. Théorie du complot? Non. François Hollande ne disait-il pas la même chose? Souvenez-vous de son discours. Il n'y a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et en effet, avec le pouvoir de création monétaire, les banques sont le sommet du système, au-dessus des États-nations, au-dessus de la démocratie. Mais ce système n'est pas invulnérable. Qu'est-ce qu'on peut faire, me direz-vous? Comprendre que leur force, c'est notre ignorance. La première chose à faire est d'expliquer aux gens comment fonctionne ce système, comment nous sommes enchaînés. Et cela ne tient qu'à vous. Et c'est maintenant que ça se joue. Il est intéressant de voir à quel point on se pose si peu de questions sur toutes ces choses de la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans une banque et que nous demandons un prêt de, disons, 50 000 $ ou 50 000 livres, que se passe-t-il vraiment? La plupart des gens vivent leur vie en se basant sur une vague image de ce qui se passe. Ce qui se passe réellement lorsque vous demandez 50 000 livres, c'est qu'ils saisissent ce nombre sur votre compte. C'est tout ce qu'ils font.
Ils ne frappent pas de pièces, ils n'impriment pas de billets, ils ne déplacent pas de métal précieux, ils mettent seulement la somme de 50 000 livres sur votre compte à partir d'un écran d'ordinateur. À partir de ce moment, vous commencez à payer des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Il s'avère que l'argent prêté ne représente en réalité qu'un neuvième de l'argent dont les banques disposent dans leur coffre-fort. Cela est possible grâce à ce que l'on appelle les prêts de réserve fractionnaire. La Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale dans tout pays a légalement le droit de fixer le montant qu'une banque doit avoir en réserve. Aux États-Unis, ce montant se situe actuellement autour de 10%. Donc si vous déposez 10 000 $ à la banque en met de côté 10%, soit 1 000 $, puis prête le reste de votre argent. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, admettons qu'une personne vienne à la banque et demande un prêt de 9 000 $ pour l'achat d'une voiture. À ce moment, ce sont les 9 000 $ de votre dépôt d'origine que la banque prête. Dès lors, l'argent n'est plus là. L'emprunteur paie ensuite le vendeur de la voiture et l'argent est déposé dans une autre banque qui fait partie du même système bancaire central. Ces 9 000 $ sont traités comme un nouveau dépôt et le processus continue. L'argent est à nouveau déposé et prêté jusqu'à ce que le dépôt initial de 10 000 $ se transforme en une somme de 100 000 $. Le système bancaire a simplement créé 90 000 $ en prêtant votre argent. Apparemment, cela a débuté avec les orfèvres du XVIIe siècle, lorsque la monnaie d'échange était l'or. L'or était lourd à porter. Le véritable métal était donc stocké dans les coffres-forts et le commerce s'effectuait grâce à des récépissés. Ces récépissés représentaient la première forme d'argent papier. Étant donné que seules quelques personnes retiraient leur or à n'importe quel moment, les propriétaires des coffres-forts, essentiellement les nouveaux banquiers, ont commencé à créer des récépissés pour plus de métaux qu'ils n'en avaient réellement. Ils ont prêté ces récépissés et facturé des intérêts sur de l'argent, en l'occurrence de l'or, qu'ils ne possédaient pas réellement. C'est ainsi que notre système de réserve fractionnaire a vu le jour. Dans ce système, les banquiers sont supposés créer de l'argent à partir de rien, alors que le reste d'entre nous doit travailler dur pour le gagner. Cela a engendré une forme moderne de servitude, dans laquelle la masse de la société travaille désormais pour s'acquitter de ses dettes auprès des banques. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما